Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter un conte. C'est une histoire vraie, mais que j'ai enjolivée de l'art de l'écriture littéraire en ce qui concerne les contes. Cette petite histoire vraie, c'est celle, ni plus ni moins, d'Aurignac et d'un lapin. Car sans le lapin, eh bien, la découverte de l'Aurignacien aurait été remise aux calendes grecques. Donc je vais vous raconter en une seule vidéo cette petite histoire d'Aurignac et du lapin sur l'art du conte. Donc, l'Aurignacien est une période de la préhistoire où l'homme a développé un outillage particulier, il faut le rappeler un peu ça quand même, que l'on rencontre depuis le Portugal jusqu'à la mer Noire, et même en Sibérie, au pied de l'Altaï, où il y a la grotte de Denisova, dans laquelle il y a quelques années à peine, on a découvert donc un style aurignacien. Donc sur une grande partie de l'Europe, au sens gaulliste, puisque Charles de Gaulle, dans De l'Atlantique à l'Oural, sa thèse, c'était d'englober la Russie dans le monde européen, jusqu'à l'Oural. Bon, c'est un autre sujet. Cette grande période a été découverte sur un tout petit site dans le département de la Haute-Garonne, près de la commune d'Aurignac. Aurignac, pas confondre avec Aurillac, dans le Massif central. Ce n'est toutefois qu'au terme d'un enchaînement d'événements, quelque peu rocambolesques, que la célébrité s'est attachée à ce site et à ce petit abri sous roche, car c'est même pas une grotte, hein, c'est un simple encorbellement, un abri quoi, un abri pour rester simple, pas plus grand qu'une grande armoire quand même. Et c'est là que commence notre histoire. Tout commence en 1842. 1842, donc c'est avant la Seconde République de 1848. C'est Louis-Philippe, voilà le roi de Philippe. Un ouvrier terrassier d'Aurignac, du nom de Bonnemaison, chasseur et aussi quelque peu braconnier, bon, je ne développe pas le braconnier, il y a un prix Nobel de littérature, non, un prix Goncourt de littérature qui avait été donné pour Rabelais, de Maurice Genevoix. Oui, voilà, sur un livre remarquable pour ceux qui aiment les choses de la terre et de la paysannerie en but avec les Parisiens qui viennent acquérir de grands domaines. Voilà. Il s'en va en quête de lapins, à chasser, à braconner, par une belle journée du mois de mai, à l'aubépine fleurie. Il n'y avait pas d'automobile à ce temps-là, et c'est à pied, fort paisiblement, que Bonnemaison chemine sur la route de Boulogne-sur-Gesse qui serpente entre des bosquets de chênes maigres. C'est vrai que c'est rocailleux, la pierre blanche, hein, l'eau est très bas, qui poussent sur les collines de roches blanches. La route borde un ruisseau, dans un bas-fond. Le braconnier, en maraude, aperçoit tout à coup un lapin. Un lapin qui, de l'autre côté, remonte la pente. Bonnemaison, immédiatement, enjambe le ruisseau et se lance de ses longues jambes, car il était grand, à sa poursuite. Le lapin se dirige vers une barre rocheuse et disparaît en contrebas dans un terrier. L'ouvrier enfonce tout son bras
il sent quelque chose de dur et il retire quoi? Un os. Et un os qui n'est sûrement pas de lapin. Un os assez gros. Il n'en parle à personne de sa découverte, qui est bien mystérieuse. Mais quelques jours après, à peine, le voici revenu au même endroit, muni de ses outils, une pelle et une pioche. Arrêtons-nous un tout petit instant et reprenons maintenant sur le grand principe. À petite cause, grands effets. À petite cause, un lapin, grands effets. Ça va être la découverte d'un nouveau style de la préhistoire, l'orignacien connu dans le monde entier. Le braconnier qui était naguère en quête d'une modeste gibelotte, un mot bien joli, gibelotte, allait tout droit à la rencontre d'une découverte à retentissement considérable et qui allait faire reconnaître le nom local d'Aurignac, petite commune, écrasée par le soleil de midi, roi des étés, et aux quatre coins de la France, et même d'ailleurs, jusqu'aux États-Unis, en Russie, etc. Donc, Bonnemaison s'est muni de son pic et de sa pioche. Dès le premier coup de pioche, Bonnemaison rencontre constamment sous son fer de la roche. En fait, il s'agit d'une dalle verticale. Continuons, c'est curieux ça. Continuons à dégager les côtés, puis le dessus, pendant plusieurs heures, car c'est long tout ça. C'est une dalle de grès qui apparaît dressée donc verticalement. Bonnemaison jubile. Il est sûrement à l'entrée de souterrains, qui conduisent sans doute à un trésor. Sinon, pourquoi en aurait-on masqué l'entrée par cette dalle? Eh oui. Il creuse dessous une sape, c'est-à-dire il dégage la terre. Puis, retenant son souffle, il s'écarte et fait basculer la dalle pour mettre à jour l'orifice d'un souterrain. Ah. En tout cas, c'est un peu noir, quoi, disons. Ah, misère! Quel malheur! Quel malheur! Bonnemaison écarquille les yeux et recule d'horreur, pétrifié. Devant lui, un amoncellement de squelettes humains entassés, loin de tout cimetière et de toute église. L'ouvrier détale plus vite qu'un lapin, que le lapin qui pourchassait, et file à toute allure vers Aurignac. Là, il raconte son aventure. Il est prolixe. Son aventure, ou plutôt sa mésaventure. On vient voir. On s'étonne. Personne ne sait. Peut-être des victimes de la Grande Révolution, peut-être des guerres de religion anciennes. Les commentaires allaient bon train devant cet amoncellement de squelettes. C'est alors qu'un ancien du village hasarda une hypothèse qui fut retenue par tous. 50 ans auparavant, une bande de coupes jarrets, c'est-à-dire de brigands, écumait le pays en ne reculant devant aucun crime. Aucun crime. Ils détroussèrent et ils assassinaient les voyageurs, les gens du pays qui circulaient sur les routes, voire l'expression les bandits de grand chemin.
Et ils avaient dû cacher les cadavres dans cet abri pour échapper à toute poursuite. Quelques jours après, une procession se dirigeait vers la modeste grotte, en tête monsieur le maire et monsieur l'abbé, curé de la paroisse. Le maire était médecin, il identifie 17 squelettes et en dresse procès-verbal, séance tenante. Quant au curé, il fait procéder à la levée des dépouilles et en leur inhumation dans le cimetière d'Aurignac. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais parmi les os qui restent, il y avait des rondelles percées que les villageois ramassèrent comme souvenir. Il y avait des rondelles avec un trou au milieu. Ils les ramassèrent aussi. Le temps s'écoule. Plus de 40 ans après, en 1848, quelques années après, en 1848, la Seconde République est proclamée à Paris. En 1851, c'est au tour de Napoléon III à faire son coup d'État le 2 décembre. Il s'empare donc du pouvoir. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est le contexte qui change, alors que les grandes époques aurignaciennes et préhistoriques s'écoulent. Et c'est donc sous le Second Empire que se situe le second acte. Voilà. En 1860, un archéologue célèbre, Édouard Lartet, dont je vous ai déjà parlé au sujet de la grotte de Monsonès dans laquelle il avait découvert un singe, notamment, une hyène aussi. Édouard Lartet vint à passer à Aurillac. Suivant son habitude, il se fait montrer les curiosités locales, et archéologiques bien sûr, les minéraux, les fossiles. On lui montre les rondelles, les fameuses rondelles percées. Il identifie tout de suite ces débris comme étant des coquillages marins utilisés par les préhistoriques pour se confectionner des colliers ou des résilles, car nos ancêtres étaient soucieux de beauté, d'esthétique, voire tout l'art des cavernes notamment, mais pas que ça, surtout les objets décoratifs là. Il s'entretient, Lartet, avec Bonnemaison, qui lui fait le récit de sa découverte. Et il se fait mener à l'abri et décide de faire des fouilles. C'est un archéologue, fait des fouilles. Il met alors à jour tout un foyer qui témoigne de la présence ancienne de populations du Paléolithique. C'est-à-dire que sous les squelettes, il y avait une occupation précédente de cet abri sous roche. Voilà. Des ossements d'ours des cavernes, car il y avait des ours des cavernes qui étaient différents de l'ours des Pyrénées, plus grands. Ils en avaient à la mairie de Luchon un spécimen gigantesque. Nos ancêtres ont eu à se battre contre les ours dans les ténèbres des grottes. Des bisons, des rennes, des rhinocéros, des mammouths, etc. Manifestement, si l'abri avait pu servir récemment d'ossuaire, il avait été occupé à des époques reculées. Mais, au-delà des rondelles, il fait surtout la trouvaille d'un outillage en os et en silex aussi, d'une facture jusqu'ici inconnue et qui témoigne d'une évolution notoire dans la confection des outils, une quasi-révolution technique dans l'industrie manuelle, si on peut dire, de l'époque. Ça peut se justifier parce que on fabriquait beaucoup de silex taillé.
On en retrouvera des traces jusqu'en Sibérie, car nos ancêtres n'avaient pas de voiture, n'avaient pas de mode. C'était pas à cheval non plus encore, mais ils arpentaient à pied. Ils allaient voir ce qu'il y avait plus loin. Voilà. Et c'est finalement, près de 50 ans après, en 1908, que fut prise la décision de qualifier cette époque du nom de la commune d'Aurignac. C'est devenu l'Aurignacien jusqu'en Sibérie. Alors, voici cette découverte à cause d'un lapin. Voilà. Si vous passez par ce coin du Comminges, en allant ou en venant de Toulouse, près de Boussins, faites un petit crochet par Aurignac. C'est pas loin. S'il fait beau, si vous prenez le temps, par une belle journée, refaites la promenade de Bonne-Maison, si possible à pied. Pour un peu, comme il n'y a guère de circulation sur cette modeste route, et que le soleil est le même qu'en 1842, vous vous croirez, pour un peu, en 1842, sous Louis-Philippe. Soyez indulgents de l'abri, car il est modeste. Songez un instant, arrêtez-vous et pensez un peu. Songez qu'ici, une révolution technique a eu lieu. Sans tambour ni trompette, ni guillotine, mais dans le regard de nos ancêtres qui ont découvert une nouveauté. Le département recherche marchait à l'époque préhistorique. Un regard aiguisé par l'esprit, celui de chercher à toujours améliorer les outils de cette vie qui n'est pas simple et qui est dure. Car il faut avant tout manger pour nos ancêtres et se protéger du froid en hiver. Et s'éclairer la nuit, parce qu'il y a des fauves aussi. Et là, ils ont trouvé, peut-être au fil de plusieurs générations, on ne le sait pas, mais ils ont trouvé, ils ont innové. Entre leurs mains habiles, la pierre et l'os ont livré de nouveaux secrets. Ils ont résisté à l'éclatement, mais ils ont pris la forme que l'homme voulait lui donner. Des secrets inconnus pour un nombre incalculable de générations précédentes, oui, pendant des dizaines de milliers d'années. On a ignoré tout ça. C'est donc un lieu, comme le dit Norbert Casteret dans un de ses ouvrages, où a soufflé l'esprit. Voilà une très belle conclusion à cette histoire de la découverte d'Aurignac, de l'Aurignacien. Et donc, tout cela à cause d'un lapin, d'un simple lapin. Eh bien, je vous souhaite un été, au cours de votre vie, d'arpenter cette petite route qui serpente entre les bosquets de chênes, plutôt des chênes verts, maigrichons, implantés sur ce massif calcaire. Et à ce moment-là, vous penserez à Bonne-Maison, qui a fait une découverte dont il était très loin de se douter. Je vous dis au revoir et bonne méditation, bonne réflexion, et n'hésitez pas à raconter à votre tour cette histoire vraie. Au revoir à toutes et à tous.